Téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue à une nouvelle édition de DECAI. Je parle français parce que notre interlocuteur ne parle pas encore le créole. Il s'agit du professeur Eric Calais. Professeur Calais, content de vous recevoir encore une fois. Content d'être là, toujours un plaisir. La dernière fois, c'était avec l'urbaniste Osme Guignan. On avait parlé de tremblement de terre. Et là, après le tremblement de terre du 14, on reparle de séisme, de la sismicité, des risques et de ce qu'il faut faire pour essayer de mitiger l'impact des tremblements de terre. Pour ceux qui vous découvrent ou qui vous redécouvrent, Eric Calais est sismologue. Vous êtes professeur à l'École normale supérieure de Paris et vous êtes chercheur à l'Institut de recherche pour le développement. Vous vous intéressez à Haïti depuis plus d'une dizaine d'années et vous étiez parmi ceux qui étaient sur le terrain à faire un travail scientifique après le séisme de 2010 et vous étiez aussi sur le terrain à dire attention et à conseiller. Avec vous, on va faire un exercice parce qu'aujourd'hui, on est le 14 septembre. C'est un mois, jour pour jour, depuis que la presqu'île du Sud a été frappée par le tremblement de terre. Avec vous, on va essayer de voir est-ce que des études ont été effectuées, est-ce que des données ont été recueillies, que disent ces données, si elles ont déjà été analysées, est-ce que la presqu'île du Sud est exposée à un nouveau séisme en référence à ce qui s'est passé en 1701. Il y a le phénomène des séquences et on va voir ce que ça veut dire avec vous. On va essayer de revenir sur la localisation du segment de faille qui a rompu sur la faille Henri-Quillot et voir ce que cela peut augurer ou peut vouloir dire d'un point de vue sismique pour l'autre partie qui n'a pas encore cédé ou pour l'autre partie qui n'a pas de segment à avoir cédé. On va regarder Macaya, les glissements de terrain, les impacts sur la faune et la flore. On regardera aussi avec vous le PDNA et est-ce qu'il faut ou non intégrer la composante prévention risque et risque sismique dans les actions à envisager. Un petit clin d'œil pour des recommandations sur l'état du bâti et sur la reconstruction d'un ensemble de bâtiments à vocation particulière parce que ce sont des bâtiments qui reçoivent du public. Nous parlons d'écoles, d'hôpitaux, de casernes, de pompiers et autres. Est-ce qu'il faut bâtir autrement? On va regarder aussi un exemple d'une petite maison qui a résisté au séisme. C'est une construction légère pour voir est-ce que là, il y a des techniques et des technologies, des techniques qui existent pour essayer de mitiger les risques. Une question qui passe par la tête, bien entendu, c'est est-ce qu'il faut délocaliser les populations qui vivent dans les zones qui sont proches des failles? Est-ce qu'il y a, au contraire, des techniques pour leur permettre de vivre et de continuer leur existence dans ces espaces-là en toute sécurité? On va d'abord commencer par le commencement. Un mois, professeur Calais, après le tremblement de terre, est-ce que des études ont été effectuées sur les zones où il y a eu la rupture de ce segment de faille? La réponse simple, c'est oui. Des études ont été faites. En fait, une des grandes différences par rapport à 2010, c'est qu'en 2010, il nous a fallu beaucoup de temps pour aller sur le terrain, pour installer des équipements, pour avoir de l'information scientifique sur ce qui s'était passé. Cette fois-ci, 2 jours après le tremblement de terre, il y avait une équipe de 2 jeunes docteurs de la faculté des sciences, donc Steve Simit et Sadrak Saint-Fleur, qui sont allés sur le terrain. Ils appartiennent au laboratoire, un laboratoire qui s'appelle l'URGO, l'unité de recherche en géosciences, dirigée par le professeur Dominique Boisson. Et ils se sont rendus tout de suite sur le terrain avec des instruments de mesure, des sismomètres, d'autres types d'appareils. Ils sont revenus à Port-au-Prince et la semaine suivante, ils sont repartis à nouveau pour installer une quinzaine d'appareils au total sur toute la zone qui va en gros de l'asile jusqu'à Jérémie, en passant par les Cailles, etc. Donc il y a une réponse qui a été rapide et c'est un progrès qu'il faut noter, c'est-à-dire qu'il y a une capacité locale, maintenant nationale ici,
de réaction quand il y a un tremblement de terre. Il y a des instruments de mesure, il y a des gens qui sont capables de les mobiliser, qui sont capables d'analyser les données et d'en tirer de l'information. Ça n'existait pas avant 2010. Donc 2010 aura au moins provoqué quelque chose de positif en termes de formation et de développement de capacité sur la compréhension des tremblements de terre en Haïti. Alors on aimerait qu'il y ait plus de gens, plus de jeunes formés, mais il faut continuer et j'espère que ce séisme, malgré la catastrophe, enfin la dévastation, va aussi donner un nouveau sursaut en termes de formation. Donc beaucoup de données nouvelles ont déjà été acquises. Les analyses de ces données sont en cours? Alors les analyses des données qui sont issues des capteurs qui sont sur le terrain sont en cours, mais par contre il y a un deuxième élément que nous n'avions pas du tout en 2010 et qui, alors lui, fait la différence et qui nous permet déjà de bien comprendre ce qui s'est passé d'un point de vue géologique, c'est que nous avons déployé, toujours avec l'URGO de la Faculté des Sciences, depuis environ 2 ans, des petits capteurs sismologiques que l'on place chez des citoyens lambda, des volontaires. On en a à Jérémy, on en a à Aquin, on en a à Saint-Louis-du-Sud, on en a à Petit-Trou-des-Nippes, Pensavo, etc., à Jacmel. Et ces petits capteurs qui vraiment ne prennent pas beaucoup de place ni quoi que ce soit, les hébergeurs nous les connectent à leur Internet et à l'électricité, et puis on a comme ça des informations en temps réel sur la sismicité du pays. Même quand le pays a l'air calme sismiquement, il y a toujours au moins quelques petits tremblements de terre par jour, plusieurs par jour, qui se promènent tranquilles. La plupart d'entre eux ne sont pas ressentis par la population, des faibles magnitudes. Et puis là, quand le tremblement de terre a eu lieu, on l'a su tout de suite, évidemment, parce qu'il a fait des dégâts, mais on a eu aussi très rapidement, grâce à ces sismomètres citoyens, il faut vraiment remercier on les appelle les sismo-citoyens, ces hébergeurs de ces petites stations, eh bien, on a eu tout de suite les premières répliques, et on a su très vite l'étendue de la portion de faille qui avait rompu, la taille du tremblement de terre, et beaucoup de détails un peu techniques sur le tremblement de terre, mais qui sont importants pour ensuite pouvoir analyser comment est-ce que l'aléa, est-ce que la menace a augmenté, est-ce qu'elle a diminué sur certains segments, etc. Quelles sont les caractéristiques du séisme de 14 août? Alors son épicentre se trouve tout près de l'asile, pas très loin de la faille, cette fameuse faille Enriquillo, qu'on appelle aussi faille de la presqu'île du Sud, ou parfois aussi faille Tiburon, Pétionville, ça dit exactement. Que l'on voit à l'image, là. Oui, voilà, qui traverse toute la presqu'île du Sud. Donc, et on voit aussi à l'image là les informations satellitaires qui nous disent exactement de combien le sol s'est déplacé pendant le tremblement de terre. Le séisme a commencé donc avec son épicentre au niveau de l'asile et la faille a cassé, elle a rompu depuis l'asile vers Macaya, en gros, sur une portion d'environ 50 km de longueur. C'est une faille alors, qui a des caractéristiques un petit peu étonnantes, un peu comme en 2010. C'est-à-dire que c'est une faille qui a effectivement, comme on s'y attend, quand on est peut-être habitué maintenant à se dire que cette faille de la presqu'île du Sud, c'est une faille qu'on appelle décrochante, avec un mouvement latéral, mais il y a aussi un mouvement de compression. Donc c'est un mélange, le tremblement de terre, comme 2010, c'est un mélange de décrochement et de compression. C'est quelque chose qui n'est pas tout à fait attendu. Et il y a, je pense, beaucoup de travaux qui vont se faire à partir de ça, parce que non seulement c'est une petite énigme scientifique, on va dire, qui est intéressante pour le sismologue, mais de manière très pratique en termes de risque, en termes de mouvement du sol, les calculs ne sont pas les mêmes si on a une faille verticale décrochante ou si on a en plus de la compression. Donc, et en fait, malheureusement, ces failles en compression, elles ont tendance à augmenter plutôt le risque. Donc il y a un certain nombre de choses que l'on connaît. On sait aussi qu'on a pu aussi, puisqu'on avait ce réseau de détection sismo-citoyen, compter les répliques vraiment en temps réel, au jour le jour, heure par heure, minute par minute. Et on a compté presque 500 répliques. Alors, on en a actuellement 1300 qui ont été dénombrés. Et encore, pour le moment, on a fait un travail rapide, on a fait un travail en temps réel. Mais quand on va revenir sur le jeu de données un peu plus tard, on va en trouver beaucoup plus, avec des magnitudes qui sont parfois de l'ordre de 1,5, donc pas ressenties.
ressentis, et puis parfois qui dépassent 3, 5, qui sont ressentis et qui peuvent faire des dégâts au bâti. Donc sur la même période de temps, l'USGS, dont on parle beaucoup, l'organisme de géologie fédéral des États-Unis, en a enregistré 37. Donc grâce à ce réseau sismo-citoyen, ce réseau sismologique sismo-citoyen, on arrive très rapidement à avoir une quantité de données phénoménales. Et dès maintenant, au premier ordre, le tremblement de terre est bien compris, ses dimensions sont comprises, la faille est à peu près imagée. Là, ça, c'est quand même un gros progrès par rapport à 2010. Donc l'épicentre, l'Asile, rupture 50 km vers Macaya, donc vers le sud. Oui. C'est 40% plus fort que le séisme de 2010 ? Voilà. En termes de magnitude, tous les calculs montrent que 2021, c'était 7,2. 2010, la détermination finale, c'était 7,0. Donc la différence entre les deux, c'est 0,2 en magnitude. Mais en termes d'énergie libérée, c'est 40% plus fort. C'était 40% plus fort le 14 août que le 10 janvier, le 12 janvier 2010. Donc c'est considérable. Les dégâts, évidemment, ne sont pas comparables, parce que le séisme du mois d'août a eu lieu dans une zone rurale, faible densité de population. Mais bon, là où il y avait des bâtiments, ceux qui sont allés sur le terrain comme vous ont pu voir que quand il y avait des bâtiments mal construits, c'était quand même la désolation. Ça a pratiquement fait exploser des pans de montagne. Ça a libéré une énergie très importante. Pour citer ma collègue Amélie Baron, qui m'avait fait une description avant que moi j'aille sur zone, on a l'impression qu'on a dynamité la montagne. Oui, parce que en fait, ce que l'on voit dans les paysages, c'est que ce sont des résultats d'éboulements qui ont été causés par le séisme, d'éboulements, de glissements de terrain. Donc les paysages ont changé, ont été modifiés. Il y a des pans entiers de montagnes qui sont descendus dans les vallées. Certains ont obstrué des rivières, des routes, etc. Et tout ça, c'est dû au fait que le tremblement, enfin d'abord tout tremblement de terre assez important provoque des glissements de terrain quand on est dans une zone montagneuse. Macaya, c'est particulièrement montagneux, c'est escarpé, il y a des pentes qui sont très fortes, et quand les roches sont secouées comme elles l'ont été le 14 août, eh bien il peut y avoir dans certains endroits des pans entiers de montagnes qui décrochent et qui tombent. Ici, ça a été exacerbé, ce phénomène, par le fait que la cassure qui est arrivée très proche de la surface, elle a atteint la surface. Elle a atteint la surface. Elle a atteint la surface. Il y a un jeune géologue, la Nuit d'Escarpe Saint-Fleur, qui travaille aussi avec l'URGEO, qui est allé sur le terrain dans la zone, depuis l'Asile jusqu'à Campérin et un peu au-delà, et il a vu il a trouvé la trace, le passage de la faille. Nous, on a aussi récemment obtenu des résultats à partir d'images satellitaires. On peut regarder en détail ce qui se passe à la surface du sol, et effectivement, la cassure, cette fois-ci, est arrivée à la surface du sol. En 2010, elle était restée à des profondeurs qui étaient en dessous de 2 km sous nos pieds. Donc du coup, non seulement le séisme, son énergie est 40% supérieure à 2010, mais en plus, vers le haut, vers le haut jusqu'à la surface, et jusqu'à la surface sous le pic Macaya, où il y a toutes ces roches qui sont ces escarpements, où les roches sont mobilisables pour glisser, tomber, faire des éboulements. Donc c'est quelque chose de majeur, l'impact du tremblement de terre en termes de glissement de terrain. Et je pense que ça, j'ai vu aussi quelques images sur non seulement des zones de forêt, mais des zones agroforestières aussi. Donc des zones où il y a de l'agriculture, qui ont été elles aussi chamboulées. C'est-à-dire que les paysans ne retrouvent plus leur champ dans l'état d'avant le tremblement de terre. Donc il y a un impact sur la faune et la flore qu'il va falloir investiguer pour comprendre et mieux dimensionner les dégâts. Maintenant, revenons à cette faille dont un segment a rompu le 14. Cette faille, elle est longue de combien de kilomètres?
Alors, si on prend toute la longueur à terre, on va par exemple, à partir de Tiburon et on va jusqu'à Tiburon, Pétionville, et elle continue jusqu'à la frontière, un peu au-delà de la frontière avec la République dominicaine. Ça fait une longueur totale de 300 km environ. 300 km de faille, et comme on disait tout à l'heure, elle a rompu cette faille en 2021 sur un segment de cinquantaine de kilomètres, 50 km. En 2010, le tremblement de terre était plus petit, la faille était plus petite, c'était 30 km. Donc ça fait 30 qui a rompu en 2010, 50 en 2020. Ça fait 80 km. 80 km sur ces 10 dernières années, en gros. Et il reste donc 220 km de longueur de faille qui, pour le moment, en tout cas depuis le XVIIIe siècle, depuis au moins 250 ans, n'a pas rompu. Donc, en clair, professeur Calais, je dois me positionner au niveau de l'épicentre et prendre la direction de Pétionville, si vous voulez. Alors oui, si on se met au niveau, si on veut faire un petit peu le recensement des grands segments qui n'ont pas rompu, eh bien, il y a une longueur de faille, un segment de cette faille, un morceau de cette faille qui va de l'Asile jusqu'à Petit-Goâve, qui pour le moment est resté très calme. On ne connaît pas de séisme important dessus dans l'histoire. Et puis un segment qui va... alors, ce segment dont je parle, il est aussi en zone plutôt rurale, pas très très densément peuplée. Mais le second segment, qui est celui-là beaucoup plus problématique, que les sismologues voient comme étant problématique, c'est celui qui va, je dirais, en gros de Gressier jusqu'à Pétionville et au-delà. Donc le segment on peut l'appeler le segment de Port-au-Prince. Il faut regarder les choses en face. Le tremblement de terre de 2010 qui a affecté Port-au-Prince n'a pas eu lieu à Port-au-Prince. À Léogâne. Il a eu lieu à Léogâne. Zone qui a été dévastée, bien sûr. Port-au-Prince, parce que les vibrations du sol, les ondes sismiques qu'on ressent pendant des dizaines de secondes, eh bien, elles se propagent à l'intérieur de la Terre, comme quand on jette un caillou dans l'eau, les vagues se déplacent. C'est la même chose pour les vagues sismiques, c'est des vagues de croûte terrestre, en fait. Et ce sont elles qui détruisent les bâtiments, in fine, donc elles ont atteint Port-au-Prince. Mais si l'épicentre, si la rupture se trouve plus à 30 km, mais sous nos pieds, là, ce sera autre chose. Wow. Et comme on ne peut pas dire que des progrès faramineux ont été faits en termes de construction depuis 2010, tout ça est très problématique. Gressier, Pétionville, un important bassin de population, oui. Un segment qui n'a pas encore rompu, qui peut rompre à n'importe quel moment. Voilà, un segment qui peut rompre à n'importe quel moment, qui peut rompre demain, qui peut rompre tout aussi bien dans 10 ans, dans 50 ans. Et ça, scientifiquement, on n'a aucun moyen de déterminer le timing de ces événements. Par contre, on peut déterminer la taille des ruptures possibles. Donc, on peut, en quelque sorte, prévoir des magnitudes possibles. Donc, combien peut être le mouvement du sol, et à partir de ça, donner des éléments qui permettent de construire correctement, de dimensionner, aussi de réfléchir de manière intelligente à l'occupation du territoire et au développement qu'on souhaiterait y réaliser en fonction d'une menace qui est scientifiquement bien connue, pas dans son timing, malheureusement, mais en tout cas dans sa géographie, on la connaît bien. En l'état, si un segment se rompt et concerne ce bassin de population, ce sera problématique? Ben, ce sera problématique parce que on peut tout simplement faire l'exercice qui consiste à imaginer que 2010, l'épicentre ait eu lieu, je ne sais pas, je ne veux pas non plus effrayer les gens, mais enfin, il faut quand même regarder des réalités scientifiquement possibles. Épicentre sous Pétionville, par exemple, ou épicentre sous Carrefour, ou quasiment, ou tout près, eh bien, on comprend tout de suite que la densité de population est telle dans toute cette région, sur quelques dizaines de kilomètres. D'autre part,
on a aussi face à cela, on le sait tous, on n'a pas besoin d'être ingénieur civil, des constructions, surtout des constructions informelles, mais pas uniquement, qui sont souvent mal dimensionnées, les matériaux ne sont pas adaptés. Enfin, on connaît ces problèmes en Haïti de la construction en général. La vulnérabilité est donc importante et on a donc tous les ingrédients. Une menace sismique qui, encore une fois, est scientifiquement avérée, sous nos pieds ici à Port-au-Prince, on va dire. On a une densité de population importante dans la plupart des quartiers. Et puis on a une vulnérabilité de la construction. Donc, et face à ça, qu'est-ce qu'il faut... Enfin, voilà, ça c'est un constat. Alors c'est un constat. Quand on fait ce constat, parfois l'interlocuteur se dit bon, puisque c'est comme ça. C'est l'impuissance, la résignation. On doit se résigner. Le problème est trop compliqué. Et c'est vrai que c'est un problème qui est compliqué, mais des solutions existent et elles existent si on décide de mettre en place une stratégie pour s'améliorer, une stratégie pour aller vers l'état actuel de la connaissance scientifique, du bâti et de sa vulnérabilité vers, je dirais, petit à petit, pas à pas, vers voilà, un bâti résilient avec des priorités. Évidemment, faut être réaliste, on ne va pas reconstruire Port-au-Prince et tous ses quartiers en 5 ans, ni même en 10 ans. Si on modélise et voit jusqu'où l'impact peut être ressenti, corrigez-moi si je raconte des bêtises, je reviens de la presqu'île du Sud, l'asile était l'épicentre, en tout cas tout près de Saint-Louis du Sud, et j'ai vu des communautés qui se situent à 10, 20, 30, des fois plus, des distances plus importantes, être grandement affectées par le séisme. Maintenant, dans l'éventualité qu'un segment de la faille qui se trouve entre Gressier et Pétionville, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire pour les constructions qui sont sur des pentes? Le niveau de déclivité peut, dans certains cas, être supérieur à 10-20%. Quelle est la situation de l'autre côté, en face, au niveau des Matheux, Cabaret, Arcaillet, en considérant la possibilité pour les zones sismiques de voyager? Et là, pour essayer d'être un peu caricatural, nous sommes dans un bassin de population où il y a, grosso modo, un peu plus d'1 million, presque 2 millions d'habitants. Oui. Oui, donc là, l'impact d'une rupture, enfin d'un épicentre qui serait dans cette région-là serait vraiment très important. Jusque, je dirais, dans la plaine ne serait pas épargnée et même des zones comme Canaan ou le front des Matheux ressentiraient ce genre de séisme aussi très fortement et il y aurait sans doute des dégâts. Oui, jusqu'à ces zones-là. Donc, effectivement, le séisme, il ne faut pas imaginer que c'est pour les autres. L'épicentre, il est chez eux. Non, mais les ondes sismiques, elles se propagent. Le séisme du mois d'août a été ressenti à Port-au-Prince. Il n'a pas fait de dégâts parce qu'on était à 130 ou quelque chose comme ça kilomètres de l'épicentre, mais sur une zone de quelques dizaines de kilomètres, je dirais, évidemment, le séisme va être ressenti très fortement et il va créer des dégâts aux habitations qui sont mal construites et celles qui sont construites sur des... Après, la déclivité du terrain, c'est un facteur, mais c'est pas le seul facteur qui intervient. Finalement, on peut se rappeler de 2010, Jalousie avait, on ne peut pas dire que ce soit un modèle je pense en termes de qualité de construction, oui, mais avait été épargné parce que, bien qu'étant construit sur une pente, ce quartier est un quartier qui est construit sur du rocher, directement sur la roche. Donc la résonance est moins importante. Et la résonance est moins importante, la vibration est moins importante. Alors que quand on est en plaine, par exemple, ou quand on est dans le bas de la ville, sur des terrains qui sont beaucoup plus meubles, sablonneux, etc., eh bien là... L'onde sismique est amplifiée. L'onde sismique est amplifiée. Donc il y a aussi cet effet qu'on appelle l'effet de site, qui peut expliquer des dégâts qui peuvent être très variables d'un quartier à l'autre, d'une région à l'autre, d'une zone à l'autre, même si on est à la même distance finalement du tremblement de terre. Donc il ne faut pas avoir peur de ce qui nous pend au nez.
L'important, c'est de connaître le risque, d'avoir des informations, de chercher à savoir aussi l'existence de techniques qui permettent de mitiger les risques et de les appliquer. Là c'est là. Nous n'avons pas besoin de peur parce que la privée, sous nous, on joue. Exactement. Peut-être jeudi, demain, 10 ans, 50 ans, je là, je ne pas là, je ne là tout. Mais l'important aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir peur, mais c'est de s'approprier des connaissances pour mitiger les risques quand ça se produira. Tout à fait, tout à fait. La peur ne va servir à rien, elle va servir à simplement peut-être à baisser les bras et à dire on ne peut rien faire, à être fataliste. Au contraire, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Déjà, effectivement, dans le domaine de la recherche scientifique sur la compréhension des failles, des séismes, les effets de site, cette amplification des ondes, il y a énormément de travaux qui restent à faire. Comme on le disait tout à l'heure, il y a eu une avancée très importante en Haïti en termes de formation de jeunes cadres qui se sont appropriés ces méthodes scientifiques, qui savent les mettre en œuvre. Il faut continuer à les accompagner dans cette direction-là. Il faut soutenir les équipes de recherche, pas seulement dans le domaine sismologique d'ailleurs, mais dans d'autres domaines aussi, parce que ce n'est pas local, je parle des équipes de recherche locales, parce que ce n'est pas un luxe d'en savoir plus sur les tremblements de terre possibles du futur et sur les conséquences. Donc ça, c'est une première grosse brique, je dirais, sur laquelle il faut travailler. Et puis ensuite, il y a effectivement tout ce qui est le bâti. Et là, il faut aussi une stratégie pour faire en sorte que surtout les constructions nouvelles, évidemment celles-là, on ne peut pas faire l'erreur, on ne peut plus faire l'erreur, on l'a fait trop souvent après le 2010, mais de construire maintenant sans tenir compte de cette menace. Donc les constructions nouvelles, c'est évident qu'il faut qu'elles prennent en compte cette menace. Et des constructions existantes, c'est un peu plus compliqué. On peut les renforcer dans certains cas. C'est coûteux, c'est complexe, mais là aussi, il faut sans doute prioriser et se dire, eh bien, voilà, on ne peut pas tout faire. On va commencer par les hôpitaux les plus importants, on va commencer par les écoles où il y a le plus d'enfants, on va commencer par les bâtiments publics les plus critiques en temps de crise, et puis petit à petit, on va diagnostiquer. Les ingénieurs, moi je ne suis pas ingénieur civil, mais savent très bien faire ce travail du diagnostic, et puis on renforce petit à petit. Mmh. Donc là, on ne peut pas faire l'économie de cette intelligence à avoir finalement. Oui, c'est une intelligence à avoir. Je pense qu'on peut pas en faire l'économie. J'ai l'impression que 2010 finalement est passé tellement vite et qu'après 2010, on a loupé une opportunité, sans doute, de faire beaucoup mieux que ce qui a été fait. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'efforts qui ont été faits. Il y a effectivement des constructions nouvelles qui sont apparues et qui appliquent, dans certains cas, un certain nombre de cas de la construction parasismique, et donc elles se comporteront bien lors d'un tremblement de terre à venir. Mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a un gros chantier. Et quand un séisme a lieu, quand une grosse catastrophe a lieu, il faut absolument que les centres d'urgence soient fonctionnels. Il faut que les hôpitaux puissent accueillir des patients. Ça, c'est la base. Et puis, évidemment, on ne peut pas accepter non plus que les écoles s'écroulent sur nos enfants. Donc ça, je dirais que c'est la base, et c'est quelque chose qui doit se travailler sur la durée, dans le cadre d'un plan stratégique de plusieurs années. Regardons les pays qui ont progressé en termes de résistance, de résilience au tremblement de terre. On peut penser, par exemple, la Californie n'est pas un pays, mais l'État de Californie était vraiment balbutiait en 1930. Et il a fallu, dans les années 30, il a fallu qu'il y ait un grand tremblement de terre à l'époque dans la zone de Los Angeles pour que des mesures soient mises en place, et petit à petit, la région, cette résilience. Voilà, la résilience se construit. Même chose au Chili, même chose au Mexique. Ça se passe sur la durée. Ça, c'est une chose qu'il faut avoir en tête. Il n'y a aucun projet de 2 ans, ou de 3 ans, ou de 5 ans qui n'arrivera au bout de ce problème. Il faut le faire dans la durée, sur le plus long terme. La deuxième chose, c'est que rien de tout ça ne peut se faire en économisant sur la connaissance scientifique. Donc s'il n'y a pas une connaissance scientifique locale qui est développée en même temps, une capacité de recherche sur ces questions, on n'avancera pas non plus. Donc il faut mettre tout ça en œuvre.
de manière conjointe entre je dirais les scientifiques, les ingénieurs et puis le gouvernement, les décideurs. C'est un problème qui est, s'il est facile à résoudre, je dirais, relativement, en tout cas on en connaît l'ampleur géologique, on connaît les mesures de protection en termes de génie civil, d'urbanisme, etc. Évidemment, ce qui est difficile, beaucoup plus difficile que tout ça, c'est d'arriver à faire atterrir, à ce qu'il y ait une appropriation véritable. Par la population, avoir la gouvernance locale pour... Voilà, à tous les niveaux, de l'individu jusqu'aux gouvernants locaux, comme le gouvernement central aussi. C'est ça qui est compliqué. On trouve pas... Voilà, il faut engager une véritable réflexion sur ce sujet. Elle n'a pas été engagée après 2010, je pense. Maintenant, cette affaire de zone non edificandi qui se trouverait, décréter zone non edificandi des agglomérations qui se trouveraient à proximité de la faille, c'est pas à l'ordre du jour parce que d'autres pays comme le Japon ont su avoir des constructions qui résistent à des séismes importants. Oui, c'est à l'ordre du jour dans aucun pays traversé par des failles sismiques. Parce qu'il y a une solution qui est beaucoup plus fiable, je dirais, beaucoup plus simple finalement, au moins d'un point de vue technique, c'est de construire correctement en fonction du niveau d'aléa. Il y a une carte de menaces sismiques pour Haïti qui a été faite après 2010. Il faut l'utiliser et puis s'adapter à cette réalité géologique par de la construction. Alors encore une fois, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais il faut vraiment se rendre compte que c'est un problème qu'il faut que tout le monde se mette finalement autour d'une table, tous les acteurs, pas seulement les acteurs scientifiques, pas seulement les acteurs du génie civil, pas seulement les acteurs gouvernementaux, mais tout le monde. Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe. Volonté citoyenne, volonté politique et pour se donner les moyens pour construire cette résilience. Absolument, il faut les deux. C'est pour ça que nous, on travaille sur ce projet de sismo-citoyen, parce qu'on veut aussi essayer par le bas en fait, de participer à une prise de conscience et qu'il y ait une demande qui se mette en œuvre depuis les citoyens vers le haut, mais il faut évidemment que les décideurs, les bailleurs, se mettent autour de la table de manière très sérieuse face à ce problème sismique, en regardant de manière séquencée, de manière stratégique, en priorisant les actions à mener, surtout pour ce bassin de population, Port-au-Prince au sens très très large dans lequel on se trouve. Avant-dernière question, j'ai partagé avec vous l'image d'une maison construite à Baradère. Autour, beaucoup de maisons se sont effondrées. Elle a résisté. C'est une maison en structure légère. Oui, alors bon, là, encore une fois, je suis pas ingénieur civil, mais c'est assez simple d'imaginer que quand une construction est légère, là, ce sont des toits en tôle. En plus, j'ai l'impression, j'ai pas bien vu sur la photo, mais je me demande si l'architecture n'est pas basée sur de l'acier à l'intérieur. Il y a peut-être de l'acier à l'intérieur, c'est relié. Voilà, il y a une souplesse de la structure qui fait qu'elle peut se déformer. Elle pourra être fissurée, il y aura peut-être des dégâts, mais sa légèreté fait qu'elle va mieux se comporter en moyenne, on va dire, par rapport à une maison classique qui va peut-être avoir 1 ou 2 étages avec une grosse dalle de béton et un poids important et une structure basée uniquement sur la résistance du béton ou des blocs. Ma dernière question, est-ce que le séisme de la presqu'île du Sud peut avoir une influence sur la faille du Nord? Aucun rapport? Alors, on pense que non. On pense que non, mais ceci dit, ce sont des problèmes, ces dialogues en quelque sorte, des dialogues géologiques entre des failles, c'est une vieille question qui trotte dans la tête des sismologues depuis très longtemps. Certains se sont demandé, par exemple, comment se fait-il que au XVIIIe siècle, les séismes historiques étaient surtout dans le sud, alors que la faille du nord était tranquille. Et puis ensuite, 1842, 1887, 100 ans plus tard, c'est le nord qui se réveille, et puis le sud redevient calme jusqu'à 2010. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas
une alternance, mais qui serait due à quoi? On a quelques idées peut-être là-dessus, mais rien de très concret pour le moment. Ça veut dire aussi que, encore une fois, je reviens sur la question de la science et de la recherche, des mesures qu'il faut faire, des jeunes qu'il faut impliquer dans les formations, parce que ce sont les nouvelles générations, c'est pas moi, ce sera les successeurs, les plus jeunes, qui arriveront à résoudre ces problèmes. Le maître mot de l'interview, la menace est là, elle existe, il faut construire la résilience. Absolument, il faut construire la résilience de manière stratégique, sur le long terme, avec tous les acteurs autour de la table, des scientifiques jusqu'aux décideurs, bien sûr. Professeur Calais, merci de nous avoir accordé votre temps. À bientôt. Voilà, un plaisir. Le plaisir est pour nous. C'est là de mettre en bout de l'édition, ça, nous avons rendez-vous dans l'autre. Qu'est-ce que là, pas la guerre.